Bonjour. Bonjour. Dites-moi, pourquoi vous allez voter Macron? Ça, c'est intéressant. Parce que c'est le meilleur président qui a jamais existé. Ah bon, à ce point-là? À ce point-là. Et oui, j'ai quelques années. Et vous avez quelques années, ouais. Ouais. Et qu'est-ce qu'il a de bien, alors, ce président super? Eh ben, il a le bon sens, il a de la... Il est... Bonjour monsieur, dites-moi pourquoi faut voter Macron aujourd'hui? Parce que c'est le meilleur. C'est-à-dire? Mais c'est tout. C'est tout? C'est tout. Juste C'est parce que c'est le meilleur. Et les autres sont vraiment nuls. Ah bon? Dites-moi pourquoi faut-il voter Macron? Parce que c'est le meilleur. C'est tout? C'est tout. C'est un Mais peu pourquoi vrai. c'est le meilleur? Ça suffit. Parce que j'ai pas le temps. Et c'est le meilleur dans quel domaine? Dans tous les domaines économique, social aussi, je pense, voilà. Bonjour monsieur. Emmanuel Macron avec vous. Avec qui? C'est qui vous? Ah bah Yacouba. Hein? Yacouba. Yacouba. C'est qui Kouba? Yacouba chez moi. On est avec Macron tous nous. Tous? Ouais. Mais quand ils disent avec vous, c'est qui vous? Le vous là? Ah bah nous tous. Nous tous, moi aussi? Je suis inclus? Tous, tout. Il est avec moi Macron? France complet bien sûr. C'est ensemble de France tout. D'accord. Bah oui. Bonjour monsieur. C'est quoi les idées de Macron? C'est quoi les idées de Macron? Mais c'est de faire marcher la République. Oh. Oui, C'est vague. c'est important. Et est-ce que cette République marche bien sous Macron? Elle fait ce qu'elle peut. Alors justement, on peut être fier, tu peux être fier d'être hétéro, fier d'être n'importe quoi. Je suis fier d'être psychologue par exemple. C'est une fierté quand même. Pour toi, être psychologue, c'est normal. Fier d'être blanc? Fier d'être blanc, fier d'être noir, fier d'être humain. Il y a la GPA après. La GPA arrivera forcément un moment. Vous êtes pour? Oui. Un commentaire sur ta pancarte. Bah, la séparation de l'église et des machats, ça le permet pour tous. Et pourquoi pas la synagogue et la mosquée? Hein? Pourquoi pas la synagogue et la mosquée? Bah... Alors, nous avons une capacité d'abstraction supplémentaire qui va nous faire progresser. Au moins... Encore du progrès, mais bon Dieu, c'est le plus grand mensonge de l'histoire de l'humanité. Le seul progrès actuellement, ce serait le saut du tigre dans le passé. Faire la révolution, c'est remettre en place des choses très anciennes mais oubliées. Celui-là, il n'était pas subversif, il s'appelait Peggy. C'était un bon français. Continuez à courir en avant, vous courez à l'abîme. Et la chétive Pécore s'enfla si bien qu'à la fin, elle creva. Mais vous serez morts, mais c'est les jeunes que vous faites crever, les générations futures que vous programmez. À vue d'homme, il faut bien avouer que nous avons le sentiment qu'il n'y a plus grand-chose à faire. La pourriture est telle qu'on ne sait pas trop comment s'en sortir maintenant. Ce qui est certain, c'est que ce monde est issu de principes pervers, de principes antichrétiens et antinaturels, qui, comme tels, n'ont pas d'unité positive et qui ont besoin de se constituer une unité négative par référence répulsive à l'égard d'un mal constitué comme absolu. Ce mal absolu, c'est évidemment l'Europe, c'est évidemment... ce qu'on appelle la croisade des fascismes, n'est-ce pas? Précisément parce qu'il leur a fait peur. Mais ça, il a failli réussir. C'est le vieux truc du golem. Quand on est de notre génération, quand on voit l'état du monde aujourd'hui, n'est-ce pas? Quand on voit qu'il n'y a plus rien à faire, que tout est pourri à un point qu'on n'imagine pas, et quand on se dit l'unique chance dont disposait la race blanche et l'Europe de ne pas crever complètement, c'était peut-être de favoriser la victoire par la croisade des fascismes de ce qui restait du meilleur, non encore corrompu, de l'ancien régime, on a quelques raisons d'être nostalgique, si j'ose dire, ou du moins de se poser des questions. Jean-Jacques Rousseau pense dégager la volonté générale, supposée vertueuse parce que générale, par le vote pour la raison suivante. Chaque volonté particulière pèche par un excès dans un certain sens, mais toutes ces volontés déviées vont se rectifier l'une par l'autre. Ôtées de ces mêmes volontés particulières et mauvaises les plus et les moins qui s'entredétruisent, reste pour la somme la volonté générale. Le défaut du raisonnement de Rousseau n'est pas dans l'idée de volonté générale. Il est dans l'idée que des volontés déviées pourraient se rectifier. Les hommes ont tous les mêmes vices, et la somme des volontés vicieuses produit le plus grand vice. Louis-Ferdinand Céline disait que la démocratie est le régime du nombre, que les crétins et les crapules sont plus nombreux que les gens intelligents, et que de ce fait, l'élu est nécessairement le plus crétin et ou le plus dépravé. S'il parvient à n'être pas le plus crétin, c'est qu'il est le délégué d'une oligarchie qui truque les élections, déjà par le simple moyen du contrôle absolu de l'opinion. Le deuxième défaut du raisonnement de Rousseau est que la moralité est supposée, ce qui est logique,
Procéder de la raison aux volontés générales qu'à ce titre elle présuppose, cependant que les hommes supposés s'aliéner en se donnant à la société à naître doivent jouir de cette moralité avant qu'elle ne parvienne à l'existence. L'esprit démocratique est par nature matérialiste. Si l'homme est par nature un solitaire, il n'y a que du bien privé, c'est-à-dire du bien matériel. Et en retour, tout esprit matérialiste est potentiellement démocratique. Puisque la philosophie de Rousseau est un individualisme, c'est une philosophie objectivement matérialiste. Et de fait, toutes les sociétés démocratiques fondées sur le contractualisme sont des sociétés hédonistes. La démocratie est contre nature, parce que si le peuple était capable de se gouverner lui-même, alors chacun de ses membres le serait aussi. Si tous ne sont pas intellectuellement et moralement adultes, c'est que certains ont vocation à être dirigés comme des enfants, et l'on sort de la démocratie pour entrer dans un régime de type aristocratique. Or, si chaque homme est capable de se gouverner lui-même, une autorité politique devient inutile. Dès lors, si elle est utile, c'est qu'elle n'est pas démocratique. Pidou s'est trompé sur l'idée démocratique, parce que même si, dans l'absolu, une démocratie délestée du concept intrinsèquement mauvais de souveraineté populaire est théoriquement recevable, quand bien même donc le peuple a autorité pour désigner le sujet du pouvoir mais ne s'en veut pas l'origine, toute autorité procède de Dieu et n'est jamais finalisée que par la réalisation de l'ordre dont l'homme ne décide pas. Dans les faits, elle est toujours mauvaise et se réduit en réalité, du côté des gouvernés, à la prétention de chacun à substituer son intérêt égoïste au bien commun, et, du côté des dirigeants, à substituer une oligarchie financière au régime politique lui-même. Pidou s'est trompé sur ce sujet, tout comme ses prédécesseurs depuis Léon XIII, en tant qu'il n'a pas voulu comprendre que même vertueux, l'homme médiocre, et l'immense majorité des hommes sont des médiocres, ne peut voter que pour celui qui lui ressemble, ne peut se faire qu'une idée médiocre de celui auquel il reconnaît la compétence de le diriger. Il n'en résulte que, dans une démocratie, le chef de l'État est nécessairement un crétin ou bien un démagogue et un menteur cynique. Jules Monroe et Flaubert l'avaient compris. Le premier a écrit « L'égalité de tous les individus devant le vote qui n'exclut ni le fou, ni le débile, ni l'être excessivement influençable, ni le crétin rédhibitoire n'est pas sans communiquer parfois un certain malaise. » Même aux démocrates le plus endurcis lorsque, les jours d'élection, des autocars venant des hôpitaux psychiatriques et des hospices de vieillards déchargent leur cargaison humaine à la porte des bureaux de vote. Et le second, tout le rêve de la démocratie est d'élever le prolétaire au niveau de la bêtise du bourgeois. Le rêve est en partie accompli. Il lit les mêmes journaux et a les mêmes passions. N'ayant plus rien à défendre que leur moi misérable et vide parce que sans racines, les Français, responsables des gouvernements dont ils subissent les iniquités mais qu'ils avalisent par leur vote, sont malheureux. Tout enthousiasme les a désertés, ils sont devenus fatalistes dans leur aigreur. Ils subissent la dictature des lobbies sans réaction. Ils détiennent le triste record européen de la consommation de médicaments et en particulier de tranquillisants. Mais pour faire le procès de leur homme politique et des effets qu'ils subissent de la décadence de leur pays, il leur faudrait opérer une révision douloureuse de leur individualisme morbide. C'est pourquoi ils préfèrent les charges insupportables de la fiscalité, du chômage, de l'immigration, de l'administration tentaculaire et des dysfonctionnements socio-économiques chroniques causés par un syndicalisme paralysant, aux mesures salvatrices de redressement national pourtant insuffisantes que leur proposent les moins jacobins de leur homme politique. Les Français n'ont plus conscience de former une communauté de destin, parce qu'il n'y a plus de communauté, mais un simple agrégat d'insatisfaits. Ils ne rêvent que de vacances, de loto, de fortune vite gagnée, et ils ne subissent leur sort terne qu'en s'oubliant dans les drogues, le sexe et les voyages oniriques du cocooning audiovisuel. Chacun, en peine de dignité et de reconnaissance, crispé sur la revendication de ses droits abstraits, monte la garde, tel un écorché vif, devant son amour-propre toujours menacé. En effet, la seule réalité dont la démocratie soit au fond capable, c'est le plébiscite par le plus grand nombre de la domination d'un petit nombre qu'il supporte parce qu'il la sait injustifiable et parce qu'il reconnaît en elle, paradoxalement, l'expression de sa souveraineté de fait. La démocratie est le régime du pouvoir par le peuple, mais par un peuple que l'on a acheté comme on achète un esclave et auquel, sans lui demander son avis, on a imposé une lobotomisation permanente. En démocratie, le pouvoir appartient au peuple, et le plus scandaleux est que cela est vrai, au moins sous un certain rapport. Les votes ne sont pas massivement ou systématiquement truqués. Le peuple n'est pas privé du droit de s'exprimer, il est privé du droit de penser. Plus exactement, il est livré à lui-même, incapable de se donner, par lui-même, les maîtres qui lui feraient droitement penser, tout en étant placé en situation de perdre le bon sens terrien, ce pouvoir naturel d'intuition en la qualité en toute chose,
qui définit sa sagesse et sa noblesse, son aptitude à reconnaître les vrais savants et les vrais chefs inspirés, et qui fait de lui le terreau dont sortent les vraies aristocraties. La démocratie est le régime dans lequel licence est donnée d'avilir le peuple pour le rendre manipulable, servile, infécond, vulgaire et égoïste. Si la nature de l'homme est de ne pas en avoir, et telle est la nature de l'homme des droits de l'homme, la démocratie est le seul régime désigné pour rendre possible des libertés souveraines et conflictuelles, puisqu'elle est le seul régime à refuser le principe d'un pouvoir légitime de l'homme sur l'homme. Mais si la compétence, tant en ce qui concerne les fins à poursuivre que les moyens à mettre en œuvre, est le critère de l'habilitation à gouverner, alors cette même compétence n'est pas le résultat des suffrages, ou la somme des volontés subjectives, mais bien plutôt le fait de la possession d'une science objective. Si les hommes ne sont pas à l'origine de la fin qu'ils doivent se reconnaître, c'en est fait du dogme de la souveraineté populaire. Le pouvoir vient d'en haut, d'une nature des choses et des hommes que le libre arbitre, s'il n'est pas perverti, ne peut que ratifier, et qui se révèle ultimement l'expression d'une raison créatrice. L'expérience, mais aussi l'analyse théorique de l'action politique, nous révèle qu'il n'est pas possible à une organisation, en dehors de circonstances providentiellement favorables d'accéder au pouvoir par la voie démocratique, sans procéder à une édulcoration de ses certitudes qui est en fait une trahison de son idéal. On ne peut, si l'on n'est pas démocrate, utiliser la voie démocratique, à peine de se mettre en demeure d'épouser les valeurs démocratiques que l'on prétend combattre. Il en est toujours ainsi, à moins de développer préalablement à la prise du pouvoir un discours antidémocratique, ce qui est aujourd'hui impossible. Les lois européennes permettent à nos ennemis de déclarer inconstitutionnels de tels mouvements, ainsi de les interdire et de les briser dans l'œuf. Il faut le répéter, la seule occasion valable de voter serait celle où serait candidat un antidémocrate. Mais la République ne peut accorder la liberté qu'à ce qui n'est pas l'ennemi de la liberté républicaine. Elle ne peut entretenir en son sein un foyer antidémocratique, car c'est laisser proliférer des idées dangereuses qui peuvent en venir à imposer, par le moyen du vote, suprême scandale, la destruction de la démocratie. Par ailleurs, il est impossible d'être candidat si l'on n'est pas démocrate, notamment en raison des lois des parrainages. Il en est ainsi parce que concrètement, la démocratie est le régime du nombre. Elle entérine le choix du nombre non seulement à propos des alternatives qui sont proposées à la sagesse du nombre, mais encore en ce qui concerne les sujets sur lesquels il convient de délibérer. C'est pourquoi la démocratie qui ne se réunit pas ne saurait exclure qu'on en vint à se poser la question, livrés aux incertitudes du vote, de la légitimité de la démocratie elle-même. Et la démocratie n'a pas le droit de se défendre lors même qu'elle est démocratiquement contestée, et en vertu de cela même qu'elle l'est de cette façon. Supposer qu'elle se défende, qu'elle nie le droit à la liberté des ennemis de la liberté, alors elle est obligée de soustraire à la sanction démocratique un corpus de valeurs et une réserve de force, les siens, de sorte qu'elle est sommée d'affirmer dogmatiquement la valeur de ces valeurs, de les déclarer transcendantes à la valeur du vote, ainsi à la valeur de la démocratie elle-même. Il faut le dire sans détour, l'avenir est aux révolutionnaires intransigeants qui ne composent pas avec le système. On ne doit voter que pour ceux qui envisagent de le renverser, ou bien on ne doit pas voter du tout, en préparant des complots qui auront vocation à éclater quand le système s'essoufflera sous le poids de ses propres contradictions. En l'état actuel des choses, l'action politique proprement dite est impossible. En revanche, toute action pratique n'est pas impossible. D'abord, le combat politique doit être global et sans concession, indépendant des partis et groupes d'influence existants, émancipé des servitudes castratrices des lois françaises et européennes. Ainsi se doit-il d'être mené selon deux modalités. D'une part, comme par le passé, dans des structures informelles. D'autre part, dans une structure reconnue mais de manière discrète. Nous invitons à la réflexion. La véritable réflexion suppose effort, prudence et audace, patience et initiative personnelle, rigueur et esprit critique, c'est-à-dire disposition d'esprit apte à soumettre les postulats auxquels on tient à l'aune de la foi catholique, de l'intelligence de cette foi, de la raison et de l'expérience, autant d'aptitudes bien peu honorées apparemment dans les milieux de droite qui se déchirent vainement depuis des décennies. Autant dire que nous ne nous retrouvons pas ici sur la cristallisation d'un élan romantique, ni d'un romantisme activité, volontariste, ni d'un romantisme attentiste aux mains pures. Aujourd'hui, il est impossible d'agir politiquement par la voie des urnes, il est tout aussi impossible de prendre le pouvoir par la force. Il est encore tout aussi vain de prétendre changer les mentalités du grand nombre. Et il est enfin erroné de penser que l'on pourrait œuvrer au salut intellectuel et moral de nos concitoyens en faisant fi de l'intention naturelle. Ce qui revient à dire, en passant, que la formation morale dispensée à la jeunesse par la famille sera de peu d'effet sur celle-ci à moyen et long terme, si l'aspiration à la prise du pouvoir politique est exténuée ou simplement négligée. Nous le voyons malheureusement par les nombreuses défections de ces jeunes qui, arrivés à l'âge adulte,
abandonne ce qui leur a été enseigné en famille ou dans les bonnes écoles. N'est ici prôné ni l'entrisme, ni l'esprit de concession, ni le pragmatisme électoraliste, ni la respectabilité institutionnelle, ni l'esprit putschiste, ni l'attentisme inactif. Le projet réaliste, le projet qui reste à l'échelle humaine de nos moyens et capacités, commence par la constitution et l'intégration d'une saine doctrine politique, intégratrice du meilleur des trop nombreuses pensées de droite. Du meilleur, c'est-à-dire du plus universel quant à l'espace et quant au temps, ainsi du plus objectivement nécessaire. De telle sorte que, cette doctrine une fois constituée et étayée par le moyen d'une culture de la controverse loyale et courtoise, soit formée un groupe d'hommes et de compagnons de route assez lucides et assez convaincus, assez systématiquement armés intellectuellement, pour envisager de se donner eux-mêmes les moyens, quand le moment sera venu de le faire, de passer à l'action proprement politique et de prendre le pouvoir par des voies non démocratiques. Le vote n'est pas l'acte politique qui convient. Le vote n'est pas l'acte politique à poser. La question du vote est non seulement inconvenante, mais aussi stérile, son seul fruit étant la division. Ne peut-on pas enfin parler du bien commun ? Le véritable devoir politique consiste à rechercher les moyens de s'ordonner au bien commun, sans oublier qu'il n'est d'action bonne, durable, efficace et conforme à l'ordre naturel que dans une structure hiérarchiquement organisée. Vous savez, Tacite, au début de ses histoires romaines, vous n'y arriverez pas. Il parle de gens qu'il appelle agentes in rebus, puisque vous vouliez parler latin. C'est les agents dans les affaires. Pour lui, c'était au début de la catastrophe. Hein. Et on n'en est pas loin, j'espère, parce que plus tôt ça sera, mieux ça vaudra. Comme disait Marguerite Duras, elle disait que le monde aille à sa perte. Ça, je ne partage pas, mais je dis que ce monde-là aille à sa perte, et le plus tôt possible. Et les agentes in rebus, eh ben, c'est des gens comme vous. Et vous, vous avez simplement un tombereau de haine et d'injures à déverser. Vous ne connaissez pas, vous m'avez agressé. Vous savez même pas qui je suis. Et vous me traitez d'agent de la CIA. Mais c'est incroyable. Vous êtes haineux. Et ceci est absolument insupportable. Mais je vois que les images j'ai jamais été traité comme ça. Et vraiment, je ne comprends pas que vous soyez à ce point un tombereau comme ça de haine noire. Et vous parlez allemand. Et vous parlez allemand avec une espèce de haine qui est incroyable. Et vraiment, je suis hors de moi. Manière de me dire le réel n'est que du réel. C'est pas grand chose le réel, c'est de la chose. C'est de la chose. Non, ce n'est pas tout ce qu'on a. 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 Mais il y a beaucoup d'autres choses dans le monde. Shakespeare l'a déjà dit, il y a beaucoup de choses dans le monde qui ne sont pas dans votre philosophie. Alors vous êtes Shakespeare, moi je vous cite Hölderlin, le berceau des enfants de la terre. Qu'est-ce que c'est? C'est la terre. Oh mais ça c'est la philosophie immanentiste, bien allemand pour le coup. C'est vraiment l'immanentisme avec tout son danger que ça peut avoir. Ah, vous avez quelque chose contre les Germains il y a dans ce que vous avez dit quelque chose là, le corps sera plus l'âme sera plus le corps. Alors, il n'a pas tout à fait dit ça, mais on y reviendra. Il n'a pas expliqué matériellement où nous serions. Ce dont il rêve, c'est la liquidation du thomisme. Pour moi, l'âme, c'est la forme du corps et rien d'autre. Bon, Andy Bilal. Je voulais juste dire, j'avais l'impression qu'il y avait... vous êtes platonicien. Oui, absolument. Néo-platonicien. Non, moi, je suis thomiste. Il est philosophe comme vous, hein. Néo-platonicien. Néo.